Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Abdelhamid Dabaoud est mort. Il a été tué hier lors de l'assaut donné dans un appartement de Seine-Saint-Denis. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Paris, sa présence sur le territoire français met en lumière des failles en matière de surveillance des frontières de Schengen. La prorogation de l'état d'urgence votée conforme en commission au Sénat après le feu vert des députés. Le texte sera examiné demain en séance publique par les sénateurs. Tout a été fait pour obtenir un consensus sur ce projet de loi. La réponse rapide d'une démocratie face à la barbarie, selon les mots du Premier ministre. On en parle avec nos invités dans un instant. 600 millions d'euros, c'est le coût des nouvelles mesures de sécurité. Le gouvernement va proposer par amendement d'amplifier les créations de postes dans 3 ministères, intérieur, justice et défense, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances dont la discussion a débuté au Sénat ce matin. Des dépenses supplémentaires qui pourraient remettre en cause le pacte de stabilité. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir si vous le souhaitez à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 19h30, nos journalistes en duplex, Tam Tranui et Faustine Saint-Geniès. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès. Vous êtes avec le président de la commission des lois, Philippe Bas, puisque le texte sur l'état d'urgence est désormais entre les mains des sénateurs. Il a été voté conforme en commission, c'était il y a moins de 30 minutes, et il sera discuté en séance publique demain. C'est à vous, Faustine. Oui, nous sommes avec Philippe Bas, président Les Républicains de la Commission des lois du Sénat. Alors, Monsieur Bas, expliquez-nous comment êtes-vous parvenu à ce vote conforme en Commission des lois? Quel a été le travail en amont que vous avez fait avec votre homologue à l'Assemblée nationale? Il y a d'abord la conviction que l'état d'urgence doit être prorogé. Depuis une semaine, ce sont plusieurs centaines d'assignations à résidence et de perquisitions qui ont eu lieu. Et le travail de la police et de la gendarmerie continue. Il ne doit pas être interrompu. C'est un devoir national. Le Sénat s'inscrit pleinement dans le renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il fallait aussi que nous réussissions à mettre notre empreinte sur ce texte. La vocation du Sénat, c'est bien sûr de donner des moyens à l'État pour lutter contre le terrorisme, mais c'est aussi, dans la grande tradition du Sénat, le respect des libertés publiques. Les libertés publiques doivent naturellement être exercées en tenant compte de la situation. Qu'avez-vous obtenu de ce fait-là? Mais elles doivent aussi être respectées. Et j'ai souhaité, au nom du Sénat, qu'on inscrive dans cette loi une disposition très importante qui prévoit que lorsqu'il y a des perquisitions et qu'il faut saisir des pièces à conviction, alors là, c'est sous l'autorité du juge que cela se fait et pas simplement sur une décision de police. Et nous avons travaillé en amont avec la commission des lois de l'Assemblée nationale, le président Urvoas, mais aussi avec les groupes parlementaires, celui auquel j'appartiens, des Républicains, en accord avec le gouvernement pour que dès le stade de la discussion à l'Assemblée nationale, où on a mentionné à de nombreuses reprises le Sénat, cet amendement soit incorporé au texte. Du coup, quand le texte nous est arrivé ici à la commission des lois, le point essentiel que nous voulions voir inscrit dans la loi était déjà dans le texte de l'Assemblée nationale. Et justement, on a évoqué beaucoup en séance publique à l'Assemblée nationale le fait qu'il fallait éviter à tout prix une CMP. Certains ont parlé d'un débat escamoté. Est-ce que c'est aussi votre avis? Non. J'ai dit depuis le début au gouvernement comme à l'Assemblée nationale que je ne voyais pour ma part aucun inconvénient à ce qu'il y ait une commission mixte paritaire. Nous aurions fait notre devoir de la même façon s'il avait fallu nous réunir samedi ou dimanche pour trouver un terrain d'entente avec les députés. Il se trouve que ce terrain d'entente a été trouvé en amont. Nous en tirons les conséquences pour le vote conforme, mais l'ordre des facteurs, c'est celui-ci et non pas l'ordre inverse. D'accord. Et donc demain, a priori, une issue très positive, la même que celle en commission. C'est ce que vous espérez? Je le crois. Il n'y a eu aucun vote hostile au rapport, quelques abstentions, il est vrai. Il y aura demain un débat parce que sur un certain nombre de points, nous aurions souhaité pouvoir aller plus loin encore dans les pouvoirs exercés pour lutter contre le terrorisme. Mais il y a une réflexion qui s'amorce et d'autres textes pourront venir ensuite et nous sommes naturellement prêts à y travailler.
D'accord, écoutez, merci beaucoup Monsieur Bas. On aura l'occasion de se revoir demain, donc, au moment de l'arrivée en séance publique de ce fameux projet de loi. Merci beaucoup Faustine. Alors c'est un message clair envoyé aux terroristes. C'est en moins de 5 heures de débat. L'Assemblée nationale a donc voté la prolongation de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Un vote à la quasi-unanimité sur lequel revient Pauline Dame. Pour 551, contre 6, l'Assemblée Vote quasi unanime. Pendant 5 heures, les députés ont tenté de trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Une assemblée unie, malgré des clivages sur la durée de l'état d'urgence. 3 mois, ce sera insuffisant. Mais de nombreuses inquiétudes légitimes s'expriment du côté des associations des droits de l'homme en particulier. Pour que La droite et le centre souhaitaient l'allonger, les écologistes le raccourcir. Il sera prolongé jusqu'au 25 février prochain. Autre mesure, la création d'une structure pour jeunes radicalisés d'ici la fin de l'année. Les députés ont également voté en faveur du renforcement du processus d'assignation à résidence. Il sera élargi aux personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Sur proposition des Républicains, la durée d'astreinte à domicile des personnes dangereuses a été étendue à 12 heures par jour au lieu de 8. Le bracelet électronique pourra être utilisé pour contrôler un assigné à résidence après condamnation de la justice. Insuffisant pour la droite et le centre qui souhaitaient se passer de cette décision de justice. Certains en revanche dénoncent une forme de rétention administrative. Je pense que nous allons très loin par rapport à ce qui était dans la loi de 1955. Nous allons très loin. Le gouvernement espère son adoption définitive par le Sénat vendredi. Je le disais en titre, Abdelhamid Abaoud est mort. Il a été tué hier lors de l'assaut des forces de police dans cet appartement de Seine-Saint-Denis. Selon Bernard Cazeneuve, il aurait été impliqué dans 4 attentats évités ou déjoués sur 6 depuis le printemps 2015. Quentin Calmy. Abdelhamid Abaoud, un des organisateurs des attentats de vendredi, faisait donc bien partie des hommes retrouvés morts lors de l'attaque du raid à Saint-Denis hier matin. Son corps, criblé d'impacts de balles, a pu être identifié via une empreinte digitale. Surnommé Abou Omar le Belge, ce belgo-marocain de 28 ans était devenu un des hommes les plus dangereux au sein de Daesh. Parmi les 6 attentats évités ou déjoués par les services de renseignement français depuis le printemps 2015, Abaoud semble avoir été impliqué dans 4 d'entre eux. Une grande interrogation demeure. Comment a-t-il pu revenir de Syrie, où il était depuis l'année dernière, sans qu'aucun service de sécurité antiterroriste européen ne le repère? D'autant qu'Abaoud faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et international. Aujourd'hui, la Belgique a annoncé 9 interpellations dans l'entourage d'un autre terroriste, Bilal Avdi, un des kamikazes qui s'est fait exploser au Stade de France vendredi. Des arrestations qui ont eu lieu pour partie à Molenbeek, le signe que cette ville belge est encore ce soir au cœur de l'enquête. Et on poursuit notre multiplex, vous le savez, c'est le principe de cette émission avec Tam Trani en direct de la salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Evelyne Yonnet, qui est sénatrice socialiste de Saint-Denis, c'est à vous. Oui, Evelyne Yonnet, sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis. Alors, quel est le climat dans votre département après les attentats de vendredi, après l'assaut donné hier également à Saint-Denis ? Le climat est le même que celui dans toute la France. D'abord le deuil, la tristesse. Une certaine compassion pour toutes ces victimes et ces familles. Un traumatisme particulier quand même dans ce département qui a vu ces événements extrêmement violents? Alors, il y a eu le Stade de France, puis les événements d'hier où il y a eu ces assauts donnés par la police. Donc le climat est un peu compliqué comme vous pouvez l'imaginer, parce que rien n'est simple dans ces cas-là. Beaucoup de personnes ont été sanctuarisées dans leur appartement toute la journée, donc c'était très difficile d'accès jusqu'à la fin donc de l'assaut. Donc dire que oui, on a quand même l'espoir, une espèce de fraternité qui se dégage, on ne se regarde pas du coin de l'œil, on s'entraide, on discute, mais c'est un climat qui est pesant, mais comme celui de toute la France. Est-ce que certains habitants de Seine-Saint-Denis craignent une stigmatisation? Certains en parlent. Oui, certains en parlent, mais ceux qui en parlent, c'est surtout pour diviser les Français entre eux. Parce que la stigmatisation, nous, au contraire, dans ma simple ville, par exemple, à Aubervilliers, nous avons 107 nationalités, donc les 5 continents du monde. Donc c'est une petite ville de France et en même temps une ville du monde entier.
Donc non, il ne faut pas stigmatiser, et je pense que ceux qui essayent de stigmatiser sont des diviseurs entre Français. Il n'y a pas pour vous de phénomène de radicalisation particulier à la Seine-Saint-Denis, où il y a eu cet appartement à Saint-Denis, il y a eu une planque à Bobigny, des kamikazes qui venaient de Clichy-sous-Bois, radicalisés au Blanc-Ménil? Radicalisation, le mot est fort. Non, je pense que nous avons des musulmans qui sont tout à fait français dans l'âme, qui respectent leur religion. Et je pense que justement éviter l'amalgame entre ces terroristes dont la seule volonté est de tuer, qui parlent d'une religion qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas la même que celle qui est pratiquée sur nos territoires. Ne pas faire l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Voilà, donc il ne faut surtout pas faire d'amalgame, et je pense que ce serait gâcher une jeunesse que de penser que ce territoire est le territoire des terroristes. Donc, que répondez-vous aux élus du Front National qui demandent à mettre la ville de Saint-Denis sous tutelle? Ils estiment que les élus ont encouragé l'installation d'associations politico-religieuses extrémistes. Alors pour moi c'est faux, parce que je vous ai dit, Aubervilliers et Saint-Denis, c'est les mêmes populations. Le travail des élus est remarquable, et ce depuis des années. Et dire de mettre une ville sous tutelle, franchement, je trouve ça quand même osé. Je pense que c'est pas des élus de terrain. Et s'ils faisaient un petit sondage sur la ville, les élus qui sont actuellement en place, et dont la communauté de communes avec Patrick Braouzek et Didier Paillard, sont des municipalités qui fonctionnent bien, qui sont proches des gens, et sans nier les difficultés, parce que nous avons des difficultés pour nos habitants, notamment économiques et sociales. C'est pas le pays des bisounours, mais quand même, c'est pas une tutelle, faut quand même pas exagérer. Merci beaucoup Evelyne Lyonnais d'avoir répondu à nos questions, on l'a compris. Vous voulez aller à l'encontre de la stigmatisation de ces quartiers. Merci beaucoup Tam, et on ouvre à présent le premier débat de Sénat 360 avec 4 invités qui me rejoignent sur ce plateau. Virginie Duval, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Union syndicale des magistrats. Merci d'être avec nous. J'accueille également Dominique Rousseau, bonsoir, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Le sénateur Jean-Yves Lecomte est également avec nous sur ce plateau, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France et membre de la commission des lois, ainsi que Éric Doligé, bonsoir. Sénateur Les Républicains du Loiret. Merci à tous les 4. On va parler donc de cet état d'urgence dont la prolongation a été votée à l'Assemblée nationale. Le vote est conforme. Il a été ainsi décidé par la commission des lois du Sénat. Jean-Yves Lecomte, on a vu des débats très rapides à l'Assemblée nationale. Et puis, on l'a compris, il y a une volonté aussi de faire très vite avec ce vote conforme des sénateurs. Est-ce que finalement, le gouvernement qui avait allé très très vite, ça ne vous inquiète pas un petit peu ? Écoutez, de toute façon, on ne peut il est urgent de faire cette prolongation, sinon nous avons 12 jours. Oui, donc, sur un texte aussi important. C'est un texte important, c'est un texte pour une période exceptionnelle, où on doit décrire une trajectoire qui ne sorte pas de l'état de droit, mais qui nous prépare effectivement, qui donne des moyens à l'exécutif de répondre aux exigences du moment. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, au lieu de cette navette traditionnelle, les 2 présidents des commissions des lois ont quelque part fait la commission mixte paritaire avant même les réunions de commission. C'est un peu comme ça qu'on l'a, c'est un peu comme ça qu'on l'a perçu. Mais finalement, pour arriver à un texte équilibré, où les préoccupations du gouvernement, celles de la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat, se retrouvent tous pour essayer de construire un équilibre difficile à faire, compte tenu des circonstances, mais qui essaye de répondre aux besoins. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce que contient ce projet de loi, une réaction du sénateur Éric Doligé. Est-ce qu'on a pu entendre certaines critiques? Le débat a été escamoté, le gouvernement veut aller trop vite. Qu'en pensez-vous? Je crois que on a parlé de l'état d'urgence, et dans l'état d'urgence, il faut aller vite en général. En plus, on a beaucoup parlé, le président de la République a parlé d'état de guerre. En état de guerre, on n'attend pas 8 ou 15 jours de discussion dans les couloirs pour savoir si on va se mettre d'accord ou pas. Il y a des mesures qui sont dans ce texte qui sont particulièrement intéressantes, qui peuvent être mises en place rapidement, et on a su démontrer que lorsque l'on intervenait rapidement, il y avait des résultats. Donc peut-être
aurait-on pu déjà, avec les lois actuelles, intervenir plus rapidement sur un certain nombre de sujets, mais on pourra en débattre. Donc, très bien, l'urgence, c'est bien, il faut aller vite. Oui, alors Dominique Rousseau, justement, on va en venir à présent sur les points un peu sensibles de ce texte, puisque au-delà de la prolongation de l'état d'urgence à 3 mois, il y a l'extension de l'assignation à résidence de toute personne à l'égard de laquelle, je cite, il existe une raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Vous avez estimé que cette mesure était disproportionnée. Pourquoi ? Est disproportionnée dans la mesure où le mot comportement est trop vague, trop imprécis, trop incertain pour qu'il n'y ait pas un risque de mettre en assignation des personnes qui finalement ne sont pas véritablement concernées. On a vu par exemple cet après-midi dans la presse un certain nombre de personnes qui ont été mises en assignation et dont le comportement ne le méritait pas. Donc en droit, il faut que les choses soient claires et précises. Activité est précis, comportement est moins précis et par conséquent il y a un risque de glissement de l'arbitraire dans la désignation des personnes soumises à assignation. Ouais, Virginie Duval, effectivement, hein, c'est cet article du Monde où il y a ces témoignages, hein, je cite, alors un certain Z qui est donc placé, qui est sous le régime d'une assignation à résidence. Le journal Le Monde estime qu'il est, son arrêté dit qu'il est déterminé à rejoindre les djihadistes sur la zone irako-syrienne sans qu'aucun élément concret ne soit fourni. Alors que vous inspire ce témoignage ? C'est exactement ce que disait M. Rousseau, c'est-à-dire que la loi de 55 méritait d'être précisée. Donc sur le fait qu'on ait une autre loi ne pose pas a priori de difficulté. Après, c'est ce qu'on met dans cette nouvelle loi. C'est-à-dire que, effectivement, pour l'assignation à résidence, on passe auparavant d'une activité qui s'avérait dangereuse, donc avec une dangerosité avérée, à maintenant à des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace. C'est trop large maintenant. Donc, je crois qu'il faut absolument éviter les difficultés liées à la législation dans un état d'urgence et sous le coup de l'émotion. Restons sur les principes du droit, et les principes du droit, il faut qu'ils soient clairs, précis. Ouais. Vous êtes sensible à ces arguments, Jean-Yves Lecomte? On imagine que oui. En tant que parlementaire. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Attention à d'éventuelles dérives. La dérive, elle peut exister. Toutefois, le choix a été fait, non pas de recourir à des pouvoirs spéciaux que l'article 16 ou l'article 36 prévoit, et là qui nous font sortir à ce moment-là du droit traditionnel, et de rester dans les exigences de la Constitution, avec en particulier le juge judiciaire qui reste garant des libertés individuelles et toute notre construction constitutionnelle. Mais malgré tout, la période est exceptionnelle. Ce qu'on a vu vendredi ne peut pas recommencer. Et à partir de là, si on veut rester justement rationnel, ne pas réagir dans l'émotion, il est important d'assurer la sécurité. Et pour assurer la sécurité, effectivement, on essaye de construire un régime qui respecte nos exigences constitutionnelles dans une période d'exception. Je ne dis pas que tout est parfait. Hein. Il peut y avoir des risques, en particulier parce que la loi de 55, jusqu'à présent, a toujours été mise en œuvre avant la mise en place des QPC en 2008. Ouais, ça, c'est clair. Toutefois, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Oui, alors, allez-y, Éric Dolger, pardon. Non, si vous voulez, moi, dans mon département, j'ai 45 personnes qui reviennent de Syrie, et j'en ai 185 qui sont fichés S, qui se baladent comme ils veulent, qui sont relativement pas surveillés, et j'ai demandé, mais comment se fait-il, alors qu'il y en a qui sont dangereux, et puis il y en a un à Chartres, on a bien vu ce qui se passait. On m'a dit, ah ben oui, mais il n'y a pas de fait concordant et grave suffisant pour permettre d'aller trop loin dans l'appréhension, etc. Donc on laisse des gens circuler, on sait qu'ils ont des armes, on sait qu'ils font un certain nombre de choses, mais on est dans un débat juridique, il n'y a pas de fait grave et concordant. Seul problème, c'est qu'à partir du moment... Même sur le port d'armes ? Où ils se font sauter, là il y a des faits graves et concordants, mais c'est un peu trop tard. Donc je pense qu'il faut savoir être réactif, être... je dirais, prendre des dispositions assez sérieuses. C'est quand même trop grave ce que l'on a vécu ces jours-ci pour continuer à tourner
autour des mots. On verra bien dans 3 mois ce que l'on fera, mais il faut prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je ne peux pas admettre qu'il y ait des gens dont on connaît la dangerosité, ils sont armés dans les couloirs de leurs immeubles et on leur dit rien parce qu'on n'ose pas y aller et parce qu'on ne donne pas les moyens à la police d'y aller. On est trop gentil avec ces personnes-là, donc il faut prendre des mesures sérieuses et ce texte-là me donne satisfaction. Alors, Dominique Rousseau. Oui, faut bien comprendre les choses. En tant que juriste, en tous les cas pour ce qui me concerne, je trouve le texte relativement bien équilibré. Je pourrais donner des exemples, et notamment le fait qu'on ait supprimé de la loi de 1955 le principe d'un contrôle sur la presse. Ce qui me paraît très important, c'est que la presse soit libre, et libre, comme l'a fait Le Monde ce soir, de dénoncer les éventuels excès dans l'utilisation des mesures d'urgence. Mais le rôle d'un juriste, je crois, est de rappeler même et surtout aujourd'hui la nécessité de respecter les principes qui font notre vivre ensemble démocratique et qui, si on ne le respectait pas, donnerait raison finalement aux terroristes. Que le curseur entre ordre public et liberté publique soit déplacé en état d'urgence, oui. Qu'il soit déplacé de manière disproportionnée et sans contrôle, non. Et le rôle des juristes est de rappeler, je suis désolé, on est peut-être embêtant, mais il faut rappeler que l'état d'urgence reste un état de droit, c'est-à-dire un état prévu par la loi et sous le contrôle de la presse, sous le contrôle des juges le moment venu. Virginie Duhalde, par exemple, le député écologiste Noël Mamère, qui a voté contre, ils ne sont que 6 députés à avoir voté contre, estime qu'on a donné finalement au pouvoir exécutif un blanc-seing pour 3 mois et qu'on relègue au second plan le pouvoir judiciaire. Qu'en pensez-vous? Alors, sur certains points, ça peut être entendu, mais effectivement, cette loi, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment le fait d'encadrer plus précisément les perquisitions. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par M. Rousseau. La force de la France, c'est que nous sommes dans un état de droit. Et que si on s'écarte de cet état de droit, on va vers le sens de ce qu'on combat, justement. Alors, l'autre point qui pose problème à notre sens, c'est ce qui a été introduit aujourd'hui, les bracelets électroniques, dans le cadre des assignations à résidence. Je crois qu'il faut que la réalité... C'est pas pour tout le monde, hein, c'est que pour les personnes déjà condamnées pour terrorisme. Oui, mais je crois qu'il faut que la réalité soit dite. Les bracelets électroniques en matière judiciaire, mobile, ne concerne que quelques dizaines d'individus et on sait que ça ne fonctionne pas très bien puisque pour des considérations techniques, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, laisser penser à nos concitoyens que de toute façon, ces personnes-là pourront être suivies avec un bracelet électronique, finalement, c'est un leurre. Ouais. Et il ne faut pas non plus éviter la question qui est essentielle, c'est que cette loi-là, elle ne réglera pas tous les problèmes tant qu'on n'y aura pas les moyens pour les enquêteurs, les moyens sur le terrain. Et on voit bien que les failles, elles ont pu exister puisque on a des individus dont on ne comprend pas la présence sur le sol français. Donc tant qu'on ne se posera pas la question des moyens, cette loi ne réglera pas tout. Ouais. Alors Jean-Yves Lecomte, peut-être sur effectivement ce qui a été introduit à l'Assemblée nationale sur le port du bracelet électronique pour les personnes assignées à résidence. Tout à fait, c'est une disposition qui a été ajoutée, qui ne fait pas partie de l'étude d'impact et qui pose effectivement... Par le gouvernement, il faut mais effectivement des interrogations sur la manière dont elle sera mise en œuvre. C'est aussi parce que, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles, qu'a été ajouté que ça ne se ferait que sous l'accord de la personne concernée. Donc c'est quelque chose de... On est juste à la limite. Hein, là. On répond finalement à la préoccupation que M. Doligé exprimait, mais on sait qu'on ne peut pas aller plus loin sans effectivement remettre en cause un certain nombre de principes de droit. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on est... Et en même temps, effectivement, ce n'est pas à l'administration pénitentiaire de mettre ça en œuvre dans ce cas-là, et par conséquent, il va falloir trouver une réponse, mais il faut surtout éviter d'avoir peur. Et donc, il faut répondre aux interrogations qui ont été évoquées. Et c'est une réponse. Elle n'est pas parfaite, mais c'est J'imagine qu'au contraire, vous, Éric Doligé, vous accueillez favorablement cet amendement Bien sûr, du on ne gouvernement. peut pas répondre à tout, c'est évident. On ne peut pas trouver toutes les solutions à tout. Il n'y aura pas de risque zéro et on ne réglera pas le problème
de manière totale. Mais il faut progresser. Donc le port d'armes pour les policiers, qui était quelque chose d'impossible il n'y a pas longtemps encore, on peut le faire. Le bracelet électronique, c'est pas la panacée, mais c'est déjà mieux que rien. Donc on peut le faire aussi. Donc on avance progressivement. On a parlé de la double nationalité. Je crois que le président de la République en a parlé à Versailles, si je m'en souviens bien. Bon, 2 jours après... Ça doit faire l'objet de la révision constitutionnelle, justement, sur cette question. Oui, mais enfin, deux jours après, on voit déjà qu'il y a des dissensions, etc., qu'on ne sait pas... Est-ce que vous auriez-vous voulu que le gouvernement aille plus loin? Par exemple, on sait que certains députés républicains auraient aimé étendre l'état d'urgence à 6 mois et non pas 3. Moi, je pense qu'il faut aller, dans ces périodes difficiles, le plus loin possible et qu'il faut retirer le maximum de gens qui risquent de poser des difficultés ou qui risquent de causer des crimes. Alors, bien sûr, et ça c'est grave, il peut y avoir des personnes qui malheureusement n'ont aucune responsabilité et à qui on enlève la liberté. Mais vous savez, il y a eu pas mal d'erreurs aussi qui sont produites en matière judiciaire, où on a enlevé la liberté à des personnes et on ne s'est pas beaucoup excusé. Ouais. Donc là, en l'occurrence, on peut éviter quand même de reproduire ce type d'erreur, mais ça peut très bien se résoudre. C'est sur du court terme. Ouais. Il y a des moyens d'appel. Il y a la presse qui n'est pas muselée, qui peut parler comme elle l'a fait. Donc il y a des moyens d'essayer de trouver des solutions et de se défendre. Mais si on peut arrêter 99 terroristes grâce à ça, et puis essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur pour la 100e, bon, c'est ça qu'il faut chercher à faire. Mais moi, je ne suis pas pour laisser des terroristes potentiels en liberté parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur un point de détail dans un texte. Ouais, Dominique Rousseau, cette restriction des libertés, elle est inévitable au nom de la sécurité, selon vous? Oui, elle est inévitable et je crois que les politiques n'ont pas à s'excuser. On ne gouverne pas en temps de crise comme on gouverne en temps normal. Donc que l'équilibre entre ordre public et liberté publique soit différent en temps d'urgence, on n'a pas à s'excuser. Dès lors que, et la loi le prévoit, dès lors qu'il y a un certain nombre de garde-fous, en quelque sorte, dès lors qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent d'assurer le contrôle. Plus de censure sur la presse, la présence, qui n'était pas prévue dans la loi de 55, d'un officier de police judiciaire lors des perquisitions, le fait que le procureur de la République soit immédiatement averti lorsqu'il y a une perquisition administrative et il doit recevoir un compte-rendu, le fait que le Parlement va être régulièrement informé de la mise en œuvre, je crois que c'est toutes les semaines, des mesures prises par l'état d'urgence. Autrement dit, il y a, de mon point de vue, un relatif équilibre entre moi les deux critères de perception, c'est est-ce que c'est proportionné et est-ce que c'est temporaire. La proportionnalité et la temporalité, je crois, sont les deux critères à partir desquels on peut apprécier si l'équilibre entre ordre public et liberté publique, qui est nécessairement différent en état d'urgence, est, disons, respecté. Ouais. Mais qu'on ne s'excuse pas d'avoir un régime différent en état d'urgence. Ouais. Virginie Duval, sur ces garde-fous, sont-ils suffisants selon vous? Ils existent, c'est évident, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dans la loi de 55, il n'y avait pas toutes ces précisions sur la présence d'un officier de police judiciaire, le rôle avec le procureur. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'a priori, la plupart du temps actuellement, les perquisitions ont été faites en concertation avec les parquets. Et donc on est vraiment dans un travail commun. Personne, y compris les magistrats, n'a envie de laisser des terroristes en liberté, évidemment. Je voudrais quand même préciser que le recours juridictionnel qui est prévu n'est pas devant les juges judiciaires, qui sont garants des libertés individuelles, mais devant les juges administratifs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi discuter. Ça avait été la même chose dans le cadre de la loi sur le renseignement. C'est le Conseil d'État qui est fait dans le cadre d'un recours. On écarte là les juges judiciaires. Bon, ça ne peut de toute façon être que très temporaire. Il ne faut pas s'installer dans une situation comme ça. Il faut que les enquêtes puissent perdurer, les enquêtes judiciaires. Ouais. Jean-Yves Lecomte, Dominique Rousseau a effectivement parlé de l'association du Parlement. Quel va être donc le rôle des parlementaires pour garantir avoir des informations sur la manière dont les choses se déroulent, suivre effectivement les informations qui pourraient nous arriver sur les problèmes ou qui peuvent arriver durant cette période, mais aussi les réussites et être aussi sensible au fait de savoir si cette période exceptionnelle mérite ou pas. Parce que finalement,
avoir fait sur 3 mois et pas sur 6. C'est un contrôle au bout de 3 mois. Le Parlement devra se prononcer et on le fera en fonction de l'évaluation qu'on aura eue toutes les semaines pendant ces 3 mois. Et je crois que de cette manière, on reste finalement fidèle à nos principes républicains, tout en nous donnant les moyens d'assurer la sécurité, c'est-à-dire de rester rationnel et d'être le moins possible saisi par la peur et l'émotion, parce que c'est ce que veulent ceux qui nous attaquent. Ouais. Très rapidement pour conclure, Éric Doligé, il faut s'attendre à un vote du Sénat demain comme un seul homme pour soutenir ce projet de loi du gouvernement? Oui, je pense qu'il manquera très très peu de voix et qu'on soutiendra tous le gouvernement. Mais le meilleur moyen d'avoir un consensus, c'est de rendre compte régulièrement et qu'on puisse avoir un débat. Si on nous rend compte au bout de 3 mois, il est évident qu'on n'arrivera pas à avoir un consensus sur la suite. Donc toutes les semaines, c'est idéal. On va pouvoir discuter du sujet. Et comme on peut faire confiance à la précision du ministre de l'Intérieur, je pense qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce débat. Il est 18h30 sur Public Sénat. Merci si vous nous rejoignez en direct. Voici les titres de Sénat 360. La prolongation de l'état d'urgence entre les mains des sénateurs. Ils doivent se prononcer demain en séance publique sur le projet de loi du gouvernement, voté cet après-midi à la quasi-unanimité par les députés. Un travail en amont des commissions des lois des deux assemblées devrait permettre un vote conforme pour une adoption dans les meilleurs délais. 600 millions d'euros, c'est le coût des nouvelles mesures de sécurité. Le gouvernement va proposer par amendement d'amplifier les créations de postes dans 3 ministères, Intérieur, Justice et Défense. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, la discussion a débuté au Sénat ce matin. Des dépenses supplémentaires qui pourraient remettre en cause le pacte de stabilité. Abdelhamid Abaoud est mort. Il a été tué hier lors de l'assaut donné dans un appartement de Saint-Denis. Manuel Valls l'a confirmé cet après-midi devant les députés, considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Paris. Sa présence sur le territoire français met néanmoins en lumière des failles en matière de surveillance des frontières de Schengen. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir si vous le souhaitez à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner jusqu'à 19h30, nos journalistes Tam Tranui et Faustine Saint-Geniès. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence ce multiplex avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Vous suivez pour nous les débats des sénateurs sur le projet de loi de finances 2016. Un budget impacté par les créations de postes annoncées par le président de la République en début de semaine. À 600 millions d'euros, c'est le montant estimé par Michel Sapin ce matin dans l'hémicycle. Et oui, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Ce sont les mots qui ont été utilisés par François Hollande en début de semaine lors du congrès de Versailles. Traduction en clair, la France, du fait de sa situation exceptionnelle après les attentats, va laisser filer le déficit et ne passera pas en dessous de la barre des 3% en 2017 comme cela est prévu par son accord avec Bruxelles. Ce matin, Michel Sapin, le ministre des Finances, l'a assumé. Écoutez. Le président de la République a annoncé un ensemble de mesures pour lutter contre le terrorisme, et certaines conduiront à mobiliser de nouvelles ressources pour renforcer l'action de l'État. Le gouvernement vous proposera, par amendement, d'amplifier, dès 2016, les créations de postes dans 3 ministères. Au total, la mobilisation de ces nouveaux moyens conduira à une dépense supplémentaire sur le budget de l'État de l'ordre de 600 millions d'euros en 2016. Nous assumons, à ce stade de la discussion budgétaire, une dégradation du déficit à cette fin. Nos partenaires européens ont très bien compris que la protection de nos concitoyens est une priorité absolue en ces moments et que les règles européennes, qui ne sont ni rigides ni stupides, pour reprendre les mots d'un commissaire, offrent les marges de manœuvre adéquates. Alors, les 600 millions d'euros financeront à la fois des créations de nouveaux postes et les équipements supplémentaires associés. Alors, il y aura 5000 postes sur 2 ans créés au ministère de l'Intérieur qui viendront s'ajouter aux 4744 postes qui étaient prévus. On va revenir au niveau des effectifs de 2007. Également, il y aura 2000 postes en plus au ministère de la Justice. Enfin, 1000 postes supplémentaires créés sur 2 ans au niveau des douanes. Alors, si la droite applaudit ces créations de postes, et d'ailleurs, Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget, sénateur Les Républicains, a dit ce matin que l'année dernière, la droite avait estimé que les dépenses de sécurité étaient insuffisantes. Pour autant, la droite ne donne pas son blanc-seing à ce dérapage budgétaire, loin de là. Écoutez. Le président de la République a ajouté que désormais le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité.
Cette formule visait-elle à balayer à l'avance toute critique quant au respect par la France de ses engagements européens en matière de redressement des comptes publics? On peut s'interroger. La Commission des finances, en effet, attend que le gouvernement dépose les amendements en conséquence de ces déclarations, et le ministre vient de nous indiquer à l'instant que le coût de ces amendements liés à la création de postes serait de l'ordre de 600 millions d'euros en 2016. 600 millions d'euros, c'est 0,03% du PIB, ou ça représente 600 millions d'euros sur 406 milliards d'euros de dépenses du budget, ça représente une augmentation de 0,15% du budget. Et l'analyse, a priori, c'est évidemment qu'une augmentation de 0,15% des dépenses peut être évidemment financée par des économies sans pour autant se soustraire à nos engagements européens. Et oui, vous l'avez entendu, les créations de postes prévues ne représentent que 0,15% du budget. En clair, pour le rapporteur général, il ne devrait pas être si compliqué de compenser la dépense prévue par de nouvelles économies. D'ailleurs, la droite sénatoriale propose, à travers ses amendements au projet de loi de finances 2016, 5 milliards de réduction de dépenses de l'État. Alors 600 millions d'euros, ça reste bien limité. Une goutte d'eau dans l'océan. Merci beaucoup, Tam. Et puis cette réaction de Pierre Moscovici, pour qui les règles du pacte de stabilité ne doivent pas être remises en cause. Le commissaire européen aux affaires économiques l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Nous comprenons parfaitement que cela implique des dépenses supplémentaires. Et c'est ainsi que je comprends la phrase de François Hollande, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Évidemment, la préoccupation de sécurité est première. Cela dit, je ne vois pas d'opposition entre la préoccupation de sécurité et des finances publiques saines. Le pacte de stabilité et de croissance est notre règle commune. Il est intelligent, il est flexible et il prévoit de telles prises en compte de dépenses particulières dans un contexte particulier. J'ajoute que les sommes en cause ne me paraissent pas de nature à remettre fondamentalement en question la trajectoire budgétaire de la France. Et on poursuit notre multiplex avec Faustine Saint-Geniès, toujours devant la salle de la commission des lois du Sénat, alors que le Sénat a donc voté conforme le projet de loi qui autorise la prolongation à 3 mois de l'état d'urgence. Alors, quelle était la position des sénateurs, Faustine ? Eh bien, une position sereine, une position d'unité, de nécessaire unité nationale, union nationale dans ce contexte troublé. Il y a eu à peine 1h30 de discussion, 7 amendements seulement qui ont été déposés et puis un vote conforme par rapport à ce qu'a adopté l'Assemblée nationale cet après-midi. Je vous propose, à propos de cette union nationale, cette nécessaire union nationale, d'écouter la sénatrice Les Républicains, Catherine Troendlé, que nous avons rencontrée il y a quelques instants. Aujourd'hui, on est sur une situation d'urgence. Même si on considère qu'on n'est pas allé assez loin, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un consensus. Parce que si d'ici mardi, le texte n'est pas adopté, l'état d'urgence tombe. Et donc, il faut que ce texte soit adopté. Alors, un consensus entre les deux assemblées qui n'est pas du tout un hasard, bien au contraire. Les présidents des commissions des lois, le républicain Philippe Bas au Sénat et le socialiste Jean-Jacques Urvoas pour l'Assemblée nationale, se sont vus, ont longuement discuté dès dimanche soir avec Manuel Valls à Matignon pour se mettre d'accord, presque une CMP en avance sur ce texte pour avoir un avis conforme le plus rapidement possible. Philippe Bas a obtenu, il nous l'a dit il y a quelques instants, a obtenu des garanties dans ce texte pour éviter un texte tout sécuritaire, des garanties en matière judiciaire notamment, mais des garanties qui semblent insuffisantes, notamment pour Esther Benbassa. La sénatrice écologiste a préféré s'abstenir sur ce texte en commission des lois. Je comprends qu'il y ait une obligation de la part de l'État de donner un signal de sécurité à la population, que l'état d'urgence soit mis en avant pour dire qu'on est à l'écoute des peurs et des craintes des gens. Mais je ne crois pas que le tout sécurité soit la seule réponse. C'est une des réponses.
Alors Esther Benbassa qui s'est donc abstenue, on l'a dit, les autres membres du groupe Europe Écologie Les Verts ont voté pour, tout comme les autres groupes du Sénat, à l'exception des communistes qui se sont eux aussi abstenus. Un consensus qui va avec une volonté d'aller vite, c'est ce que disait Catherine Troendlé, aller très vite puisque les 12 jours de l'état d'urgence arrivent bientôt à expiration. Il y a une volonté d'éviter une commission mixte paritaire dans la mesure du possible. Il faudrait que le vote demain en séance publique soit lui aussi conforme pour que le texte puisse passer devant le Conseil constitutionnel. Le gouvernement espère une promulgation de la loi dès mercredi prochain. Merci beaucoup Faustine. Effectivement, le Sénat débattra de ce texte demain à partir de 15h et nous serons en édition spéciale à partir de 14h25. Alors en moins de 5 heures, on l'a dit, l'Assemblée nationale a donc voté la prolongation de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Un vote à la quasi-unanimité sur lequel revient Pauline Dame. Pour 551, contre 6, l'Assemblée Vote quasi unanime. Pendant 5 heures, les députés ont tenté de trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Une assemblée unie, malgré des clivages sur la durée de l'état d'urgence. 3 mois, ce sera insuffisant. Mais de nombreuses inquiétudes légitimes s'expriment du côté des associations des droits de l'homme en particulier. La droite et le centre souhaitaient l'allonger, les écologistes le raccourcir. Il sera prolongé jusqu'au 25 février prochain. Autre mesure, la création d'une structure pour jeunes radicalisés d'ici la fin de l'année. Les députés ont également voté en faveur du renforcement du processus d'assignation à résidence. Il sera élargi aux personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Sur proposition des Républicains, la durée d'astreinte à domicile des personnes dangereuses a été étendue à 12 heures par jour au lieu de 8. Le bracelet électronique pourra être utilisé pour contrôler un assigné à résidence après condamnation de la justice. Insuffisant pour la droite et le centre qui souhaitaient se passer de cette décision de justice. Certains en revanche dénoncent une forme de rétention administrative. Je pense que nous allons très loin par rapport à ce qui était dans la loi de 1955. Nous allons très loin. Le gouvernement espère son adoption définitive par le Sénat vendredi. Retour à présent sur une des principales informations de la journée avec la mort d'Abdelhamid Abaoud. Il a été tué hier lors de l'assaut des forces de police dans un appartement de Seine-Saint-Denis. Selon Bernard Cazeneuve, il aurait été impliqué dans 4 attentats évités ou déjoués sur 6 depuis le printemps 2015. Quentin Calmy. Abdelhamid Abaoud, un des organisateurs des attentats de vendredi, faisait donc bien partie des hommes retrouvés morts lors de l'attaque du raid à Saint-Denis hier matin. Son corps, criblé d'impacts de balles, a pu être identifié via une empreinte digitale. Surnommé Abou Omar le Belge, ce belgo-marocain de 28 ans était devenu un des hommes les plus dangereux au sein de Daesh. Parmi les 6 attentats évités ou déjoués par les services de renseignement français depuis le printemps 2015, Abaoud semble avoir été impliqué dans 4 d'entre eux. Une grande interrogation demeure. Comment a-t-il pu revenir de Syrie, où il était depuis l'année dernière, sans qu'aucun service de sécurité antiterroriste européen ne le repère? D'autant qu'Abaoud faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et international. Aujourd'hui, la Belgique a annoncé 9 interpellations dans l'entourage d'un autre terroriste, Bilal Avdi, un des kamikazes qui s'est fait exploser au Stade de France vendredi. Des arrestations qui ont eu lieu pour partie à Molenbeek, le signe que cette ville belge est encore ce soir au cœur de l'enquête. Et dans ce contexte, cette annonce qui a surpris les policiers pourraient porter leur arme en dehors de leur service, y compris lorsqu'ils ne portent pas de gilet pare-balles. Les explications de Jérôme Rabier. À situation exceptionnelle, mesures policières exceptionnelles. Depuis les attaques de vendredi dernier, les mesures en faveur du renforcement de l'équipement des policiers, nationaux ou municipaux, se succèdent. Et François Hollande s'y est lui-même converti devant les maires de France hier. Le gouvernement entend donc vous aider à mieux protéger nos compatriotes, mais également à mieux protéger nos policiers municipaux en finançant leur équipement et en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Si la mesure n'est pas nouvelle, car de nombreuses polices municipales sont déjà armées, le mouvement devrait sensiblement s'accélérer et être accompagné par l'État. Pour les policiers nationaux, une mesure réclamée de longue date par les syndicats va devenir autorisée.
la possibilité de porter et, si besoin, d'utiliser son arme de service en dehors des heures de travail sera effective dès décembre, mais uniquement pendant la durée de l'état d'urgence. En revanche, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont refusé de donner un pouvoir supplémentaire aux policiers municipaux, celui de contrôler les identités. Leur autorité venant du maire et non du ministère de l'Intérieur, une majorité de députés n'ont pas souhaité aller jusque-là. La campagne pour les élections régionales reprend peu à peu ses droits dans un contexte particulier, bien entendu. Écoutez ces réactions de candidats recueillies par Quentin Calmy. On ne repart pas sur le même temps. Je n'envisage pas un seul instant d'utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions que j'utilisais lors de mes précédents meetings, évidemment, et je suis en train d'y réfléchir. Je n'ai pas encore trouvé la clé, vous voyez. Nous adapterons donc notre campagne des élections régionales sans se tromper non plus de tempo, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une élection régionale. Ce ne sont pas les régions demain qui régleront la question de ces actes terroristes. C'est à la représentation nationale de faire son travail et à ces élections régionales de se tenir et que les Françaises et les Français puissent s'exprimer sur les compétences et les priorités des régions pour les 6 années qui viennent. Ce nouveau ton de campagne est bien entendu un ton qui doit être, je l'espère, qui doit être sur la base de l'unité, à parler de nos projets, d'être concret et pas cinglant, méprisant. Je vous le disais en titre, le Sénat a donc entamé ce matin l'examen du projet de loi de finances pour 2016. Je vous propose d'écouter les temps forts de la discussion générale et on se retrouve après pour la suite de Sénat 360. Dans les circonstances douloureuses des attentats de vendredi dernier, la vie parlementaire reprend son cours, mais elle prend bien sûr pleinement en compte le contexte dans lequel nous sommes. Tel est le cas pour la matière budgétaire, qui n'est pas une doctrine froide, mais qui est bien un outil au service de l'action et des priorités publiques. Le contexte actuel appelle un renforcement d'une ampleur exceptionnelle des moyens de sécurité et de défense. Le président de la République l'a annoncé lundi dernier, 8 500 postes supplémentaires seront créés dans la police, la gendarmerie, la justice, les douanes dans les 2 prochaines années. Dès la semaine prochaine, je vous l'annonce, à l'occasion de la discussion sur la seconde partie de cette loi de finances ici même, le gouvernement proposera de rajouter les crédits nécessaires à ces postes, à la création de ces postes, ainsi que les crédits de fonctionnement qui doivent les accompagner. Comme le président de la République l'a exprimé, il ne peut être question d'augmenter les impôts des Français que nous continuerons à baisser. Il ne peut être question non plus de réduire les crédits des autres ministères qui chacun concourent également dans leur périmètre respectif à l'action de l'État et souvent d'une manière ou d'une autre à la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous assumons à ce stade de la discussion budgétaire une dégradation du déficit à cette fin. Nos partenaires européens ont très bien compris que la protection de nos concitoyens est une priorité absolue en ces moments et que les règles européennes, qui ne sont ni rigides ni stupides, pour reprendre les mots d'un commissaire, offrent les marges de manœuvre adéquates. Notre stratégie budgétaire est inchangée, maîtriser nos dépenses sans jamais renoncer à financer nos priorités et tout en sachant être réactifs pour répondre aux nouveaux besoins. Nous le démontrons encore cette semaine. Nous n'avons rien cédé à nos priorités budgétaires. Qu'il s'agisse de l'éducation nationale d'abord, qui se voit effectivement dotée de 60 000 postes supplémentaires sur le quinquennat, de l'intérieur et de la justice, dont les budgets étaient jusqu'ici préservés et qui seront maintenant augmentés, de l'emploi également, pour lutter contre le chômage et accompagner les actifs dans leur transition. Notre priorité, c'est également la lutte contre le réchauffement climatique, tout en soutenant le développement des pays du Sud. Dans le cadre de la COP 21, il était évident qu'il fallait faire des efforts supplémentaires. Le président de la République a décidé que l'aide publique au développement national augmenterait de 2 milliards d'ici 2020, avec des moyens budgétaires renforcés dès l'an prochain. Certaines priorités sont établies depuis longtemps, d'autres se font jour en fonction des événements.
nous devons être réactifs pour financer ces nouveaux besoins. Et c'est bien sûr le cas des moyens accrus pour la sécurité intérieure et la défense nationale suite aux événements de janvier dernier et bien sûr à ceux de la semaine dernière. Parce que la sécurité des Français est la condition de leur liberté, le président de la République a annoncé un ensemble de mesures pour lutter contre le terrorisme et certaines conduiront à mobiliser de nouvelles ressources pour renforcer l'action de l'État. Le gouvernement vous proposera, par amendement, d'amplifier dès 2016 les créations de postes dans 3 ministères. Au ministère de l'Intérieur, dans la police et la gendarmerie, ce sont 5 000 postes supplémentaires sur 2 ans qui seront créés. Ces créations s'ajouteront à celles que nous avons décidées depuis 2012 et notamment aux créations déjà annoncées au printemps dernier dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme. Au total, nous reviendrons en 2017 au niveau de postes de 2007. Au ministère de la Justice, ce sont 2 500 postes qui seront créés sur 2 ans. Ils s'ajouteront aux 4 744 créations de postes réalisées ou prévues sur le quinquennat. Enfin, dans les services de la douane, 1 000 postes seront créés dans les 2 ans qui viennent. Au ministère de la Défense, ce sont 2 300 créations de postes qui ont déjà été annoncées pour 2016 et qui seront réalisées comme prévu. Et à partir de 2017, les effectifs seront stabilisés, et ce, au moins jusqu'en 2019. Au total, la mobilisation de ces nouveaux moyens conduira à une dépense supplémentaire sur le budget de l'État de l'ordre de 600 millions d'euros en 2016, pour financer à la fois ces nouveaux postes et les besoins en équipement qui les accompagnent. L'effort d'économie, par ailleurs, restera conséquent, avec une dépense publique qui progressera de 1% en 2015 et un peu plus en 2016, à comparer à des rythmes de plus de 3% entre 2007 et 2012 et à une tendance de 2,5% par an. Il y a moins d'une semaine, notre pays était frappé d'une nouvelle attaque sans précédent. Le gouvernement a immédiatement réagi, comme vous le savez, et tous les moyens nécessaires à la sécurité des Français seront déployés. Le gouvernement vous fera des propositions dans le cours de la discussion, comme Michel Sapin vient de l'indiquer à l'instant. La sécurité des Français est bien entendu la priorité absolue du gouvernement et nous dégagerons toutes les ressources nécessaires pour la garantir. Michel Sapin a présenté les dépenses qui seront engagées pour renforcer les moyens de l'État en matière de sécurité. À ce stade de la procédure budgétaire, nous prévoyons environ 600 millions d'euros de dépenses supplémentaires en 2016 par rapport au projet de loi de finances initial. Ces chiffres vont être affinés avec les ministères concernés sur la base de l'analyse précise des besoins et des amendements seront déposés en deuxième partie sur chacune des missions budgétaires concernées. Ces dépenses, nous ne les financerons pas par un nouveau rabot sur les ministères, ni par une hausse d'impôts, mais nous sommes en mesure de les assumer et de répondre à l'urgence, celle d'assurer la sécurité des Français. La discussion du projet de loi de finances pour 2016, qui s'ouvre devant notre Assemblée, s'ouvre dans un contexte, il est vrai, particulier, puisque nous allons examiner demain la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et le président de la République nous a fait part lundi dernier de son intention de modifier certains équilibres du PLF 2016, notamment en matière de sécurité, ce que nous approuvons d'autant plus, ce que la majorité sénatoriale approuve d'autant plus qu'elle avait souligné il y a 1 an, lors du PLF pour 2015, l'insuffisance des moyens qui étaient consacrés à notre défense et à notre sécurité. Le président de la République a ajouté que désormais le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Cette formule visait-elle à balayer à l'avance toute critique quant au respect par la France de ses engagements européens en matière de redressement des comptes publics? On peut s'interroger. La Commission des finances, en effet, attend que le gouvernement dépose les amendements en conséquence de ces déclarations et le ministre vient de nous indiquer à l'instant que le coût de ces amendements liés à la création de postes serait de l'ordre de 600 millions d'euros en 2016. 600 millions d'euros, c'est 0,03% du PIB, où ça représente 600 millions d'euros sur 406 milliards d'euros de dépenses du budget, ça représente une augmentation
de 0,15% du budget. Et l'analyse, a priori, c'est évidemment qu'une augmentation de 0,15% des dépenses peut être évidemment financée par des économies sans pour autant se soustraire à nos engagements européens. D'ores et déjà, j'estime, comme la Commission dans sa majorité, qu'il n'est pas acceptable d'opposer la nécessaire remise à niveau des moyens de notre sécurité, de nos armées, de nos forces de l'ordre, de nos services douaniers de contrôle aux frontières, remise à niveau que nous appelons depuis plusieurs années de nos vœux, et d'opposer ça aux indispensables réformes que notre pays doit encore accomplir pour réduire sa dépense publique. Je le dis d'entrée, messieurs les ministres, bien que nous ayons toujours plaidé pour la maîtrise de tous les déficits publics, vous aurez le soutien du RDSE. Car la gravité de la situation impose une réaction exceptionnelle. Oui, nous devons redimensionner notre outil de défense et de sécurité à la hauteur des nouvelles menaces. Alors oui, il nous faudra assumer le surcroît de dépenses pour augmenter les moyens du renseignement, de la défense, de la gendarmerie, des douanes et de l'administration pénitentiaire, et vous l'avez rappelé, messieurs les ministres. C'est évident, cela ne sera pas sans conséquence sur la trajectoire de nos finances publiques et l'objectif d'un déficit ramené à moins de 3% d'ici 2007 ne sera probablement pas tenu. Dans ce nouveau cas de figure, il nous faut toute la compréhension de Bruxelles. À l'heure où nous parlons, il semble d'ailleurs que nous l'ayons. Tant mieux, car de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Cette loi de finances brille par son très faible contenu. Aucune réforme structurelle indispensable et que nous appelons de nos vœux depuis longtemps n'y figure. C'est le statu quo, l'immobilisme élevé au rang de politique nationale. On a l'impression que la consigne a été surtout ne rien faire. Alors commençons pourtant, une fois n'est pas coutume, par des félicitations, messieurs le ministre. S'il y a quelque chose qui fonctionne bien à Bercy, c'est le service communication. Effectivement, quelle belle communication. Un budget dont le déficit et les impôts baissent, avec des dépenses maîtrisées, avec une charge de la dette stabilisée, avec des engagements tenus. Franchement, on aimerait y croire. Mais le citoyen doit savoir qu'en réalité, le déficit ne baisse quasiment pas. Il passe de 73 à 72 milliards, et encore avant les nouvelles dépenses annoncées par le président de la République. Le président nous a dit lundi à Versailles, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Tout en soutenant la nécessité d'un effort de guerre accru, il est permis de ne pas partager l'opposition factice entretenue par François Hollande entre le militaire et le budgétaire. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Donner la priorité à la sécurité des Français, ce devrait être, dans la situation budgétaire désastreuse qui est la nôtre, avoir le courage d'opérer des choix forts, d'effectuer des économies drastiques dans des politiques de l'État, par exemple dans les milliards d'euros du logement qui sont souvent mal utilisés. Attendre du chef de l'État qu'il ne sacrifie pas trop vite le pacte de stabilité au pacte de sécurité, même si visiblement ça l'arrange, ce n'est pas manquer de sentiments patriotiques. Au contraire. Car si elle finance son effort de guerre par plus de déficit et de dettes, la France sortira économiquement plus faible. Le mercredi 30 septembre dernier, Monsieur le ministre des Finances, vous présentiez à la presse le présent projet de loi de finances avec ces mots « La surprise de ce PLF, c'est qu'il n'y a pas de surprise ». Certes, il ne nous sera pas possible de vous reprocher une quelconque inconstance dans vos choix budgétaires et économiques. Vous êtes, avec le gouvernement, dans la morne continuité de la réduction de la dépense publique, dans la stricte application de la loi de programmation des finances publiques, dans la droite ligne du dernier traité européen enfanté par Mme Merkel et l'ancien président de la République, traité auquel aucune inflexion n'a été apportée, pas la moindre virgule déplacée. Vous répondez aux recommandations de la Cour des comptes et suivez docilement les avis du Haut Conseil des finances publiques. Bref, que reste-t-il à faire au Parlement pour infléchir cette loi de finances dont nous aurions pu attendre un léger coup de barre à gauche, s'agissant de la dernière année pleine du quinquennat de M. François Hollande, très éphémère adversaire du monde de la finance. Et pourtant, Monsieur le ministre, n'y aurait-il pas eu lieu d'apporter quelques bonnes surprises à nos concitoyens pour 2016 ? N'y avait-il pas lieu, au regard de l'évaluation du bilan, de procéder à des inflexions sérieuses de vos choix politiques ? Entre 2010 et 2015, les ménages ont payé le prix fort des politiques de réduction des déficits
Et le pacte de solidarité et de responsabilité n'a pas modifié cette tendance de fond. Les prélèvements obligatoires sur les ménages ont augmenté de 66 milliards d'euros, soit 3,1% du PIB, quand ceux appliqués aux entreprises croissaient de 8 milliards. Les prélèvements obligatoires sur les ménages atteindront en 2016 un record historique avec 28,2% du PIB. Pour les entreprises, ce taux atteindra 16,4%, un niveau inférieur à ce qu'il était en 2008. Comment ne pas pointer à ce stade l'écart croissant dans le projet de budget 2016 entre les ressources issues de l'impôt sur le revenu, 72 milliards d'euros, 24% du total, et celle de l'impôt sur les sociétés qui va plafonner à 33 milliards d'euros, soit à peine 11% des recettes du budget de la République. Ce sujet doit tous nous interpeller. Il est 19h, merci si vous nous rejoignez en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. 600 millions d'euros, c'est le coût des nouvelles mesures de sécurité. Le gouvernement va proposer par amendement d'amplifier les créations de postes dans 3 ministères, Intérieur, Justice et Défense, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, dont la discussion a débuté au Sénat ce matin. Des dépenses supplémentaires qui pourraient remettre en cause le pacte de stabilité. On en parle avec nos invités dans un instant. La prorogation de l'état d'urgence examinée en commission au Sénat est votée d'ailleurs après le feu vert des députés. Tout a été fait pour que le Sénat soit en position de voter le texte conforme demain afin d'obtenir l'adoption de ce projet de loi. C'est une réponse rapide d'une démocratie face à la barbarie selon les mots du Premier ministre. Manuel Valls l'a confirmé cet après-midi devant les députés. Abdelhamid Abaoud est mort. Il a été tué hier lors de l'assaut donné dans un appartement de Saint-Denis, considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Paris. Sa présence sur le territoire français met en lumière des failles en matière de surveillance des frontières de Schengen. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à nos débats, vous pouvez le faire sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 19h30, nos journalistes Tam Tranui et Faustine Saint-Geniès, le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on va tout de suite retrouver Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Tam, et vous êtes avec le sénateur Les Républicains, Philippe Dallier. Oui, Philippe Dallier qui est sénateur de Seine-Saint-Denis. Alors quel est le climat dans votre département entre l'assaut donné hier à Saint-Denis et bien sûr les attentats de la semaine dernière ? Comme vous l'imaginez, l'ambiance est plutôt lourde. Il y a une grande inquiétude dans la population. L'accès aux bâtiments publics est un vrai sujet. Les salles de cinéma sont désertées. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Le fait qu'effectivement une partie des attentats de vendredi dernier ait eu lieu autour du Stade de France, le fait qu'on ait retrouvé des terroristes dans le département, tout cela inquiète. Et beaucoup d'attentes, j'imagine, du côté des élus locaux qui doivent être beaucoup sollicités. C'est très difficile pour les élus locaux et notamment pour les maires parce que bien évidemment il y a les consignes qui nous sont données par l'État qu'on essaye de faire respecter, notamment l'accès aux bâtiments publics, mais on voit bien que dans ce genre de cas de figure c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'effectif de police pour mettre un policier devant chaque bâtiment public, donc il faut faire un peu avec les moyens du bord et ça ne rassure pas suffisamment effectivement nos concitoyens. Alors François Hollande a justement annoncé la création de 8500 postes supplémentaires, des nouveaux effectifs dont le coût est évalué à 600 millions d'euros. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Le rapporteur général du budget ce matin disait que ça ne représente après tout que 0,15% du budget. Non, mais lorsqu'il disait ça, le rapporteur général, ça n'était pas pour pointer la faiblesse des moyens. Je pense que les décisions qui ont été annoncées par le président de la République sont bonnes. Et d'ailleurs, ici, unanimement, chacun a dit que ces crédits seraient votés. Il n'y a pas de difficulté. Mais ce que voulait pointer le rapporteur général, c'est que rapporter à la masse du budget de l'État et plus largement au PIB de la France, c'est un effort qui est relativement réduit. Voilà, donc à notre sens, il n'y a pas de difficulté pour financer ces recrutements supplémentaires. Après, c'est une question de mise en œuvre, pas plus qu'il n'y aura de difficulté pour trouver les moyens pour l'armée qui intervient à l'étranger. Oui, vous voulez dire que ça n'empêche pas nécessairement de respecter le pacte de stabilité, voilà, etc. Écoutez, c'est un peu ce que l'on voulait dire. Il n'y a pas de choix à faire entre, d'un côté, trouver les moyens nécessaires pour la police, la gendarmerie et l'armée, et puis de l'autre côté, nos objectifs de réduction du déficit. On peut aussi trouver les économies. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Tout cela n'aurait pas de sens. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Pierre Moscovici ce matin, qu'il n'y avait pas d'opposition entre la préoccupation de sécurité et des finances saines. Les nouveaux effectifs annoncés au ministère de l'Intérieur vont permettre de revenir aux effectifs de 2007. Est-ce que la droite a eu tort de supprimer ces postes ?
Écoutez, en tous les cas, depuis 2012, le nombre de policiers et de gendarmes n'a pas augmenté. Et j'ai lu dans Le Monde, c'était avant-hier, je crois, qu'on s'interrogeait même sur le fait qu'ils auraient pu diminuer. Donc là aussi, on va arrêter avec ces polémiques, le fait de se renvoyer la balle. Il y a une situation d'urgence. Il faut effectivement prendre des décisions. Elles ont été prises. La question maintenant, c'est de savoir sous combien de temps on peut les mettre en œuvre. Parce que recruter des gendarmes ou des policiers, il faut le temps de les former. Il y a des concours, vous savez bien tout cela. Donc voilà, la décision est prise maintenant que tout le monde la soutienne et qu'on aille le plus vite possible. Le Sénat va examiner demain le texte sur la prorogation de l'état d'urgence. On attend a priori une adoption sans difficulté. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? Bon, il permettra aux uns et aux autres de préciser leur position. J'ai le sentiment, parce que les choses ont été un peu abordées ici depuis, qu'il n'y aura aucune difficulté. J'espère qu'on ira vers un vote très très large, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale, et j'en suis même certain. Vous attendez, j'imagine, un débat digne et serein, comme ça peut être le cas au Sénat cette semaine, notamment lors des questions d'actualité. Les journalistes ont effectivement pointé que les choses ici se passaient relativement bien. Je trouve que les polémiques sont inutiles. La France vit une période très difficile. Nos concitoyens sont angoissés et on peut le comprendre. Voilà, la classe politique doit faire bloc et on doit prendre le temps de discuter, de débattre, bien évidemment. On peut avoir des propositions parfois divergentes, mais pour autant, ça ne doit pas prendre la tournure d'un affrontement politique stérile. Oui, le temps est encore à l'unité nationale. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. On poursuit notre multiplex avec Faustine Saint-Geniès, toujours en direct devant la salle de la commission des lois du Sénat. Alors on l'a dit, le Sénat a adopté en commission le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence. Le texte sera débattu demain après-midi en séance publique. Quelle a été l'atmosphère de cette commission cet après-midi, Faustine ? Un débat calme et très serein. On l'a dit, la plupart des sénateurs de la commission des lois ont adopté ce texte conforme à l'Assemblée nationale. Les Républicains, les socialistes, les centristes, 9 écologistes sur les 10. Seul Esther Benbassa s'est abstenue, tout comme les communistes. Des abstentions qui sont liées à des petites divergences sur la durée de l'état d'urgence ou certaines mesures. Mais pas question de polémiquer. L'heure, on l'a dit, est à l'unité nationale. C'est le mot d'ordre. C'est le mot qui est sur toutes les bouches de tous les sénateurs à l'entrée comme à la sortie de cette réunion de la commission des lois. Je vous propose à ce sujet d'écouter Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste, ancien président de la commission des lois, dans cette interview réalisée il y a quelques instants avec Géraldine Bavoileau. J'ai dit lors de cette réunion que j'avais regardé le débat à l'Assemblée nationale ce matin et ce midi, puisque ça s'est terminé à 14h30, avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé dans ce débat l'esprit du congrès de Versailles de lundi, c'est-à-dire un esprit d'unité nationale. Pourtant, il y a eu beaucoup de voix qui se sont quand même élevées pour dire que c'était une loi de toute sécurité, avec trop peu de place pour les libertés. Non, j'ai trouvé que justement, l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée avaient fait effort pour arriver à un texte qui puisse être voté par chacun. Et que pensez-vous de ceux qui ont dit qu'on veut éviter à tout prix une CMP, donc on escamote un peu le débat ? Non. On pouvait faire une commission mixte paritaire, ça fait partie des habitudes et ça n'aurait pas été du tout anormal. Mais il y a eu une volonté d'union, tout simplement. On est dans un état d'urgence. Et je dois dire que nous avons regardé de très près l'ensemble des mesures lors de cette réunion de la commission des lois du Sénat. Il n'y a aucune mesure dans ce texte qui porte atteinte aux libertés dans des conditions qui seraient inacceptables. Il y a des moyens donnés pour faire face au terrorisme. Moyens de diverses natures, perquisition, assignation à résidence. On redit qu'il faut fermer les sites Internet qui font l'apologie du terrorisme sans porter atteinte aucunement à la liberté de la presse. Mais cet état d'urgence sera prorogé dans des conditions qui nous paraissent tout à fait acceptables par rapport aux libertés publiques. On n'a pas porté atteinte à la liberté de la presse, au recours devant les juridictions. On a simplement permis les perquisitions, les assignations à résidence de manière réaliste.
On a pris des moyens de sécurité, c'est parfaitement vrai, mais ce serait irresponsable de ne pas la faire. Et surtout, il y a un alinéa que nous avons ajouté, qui a été ajouté à l'Assemblée nationale, mais nous y tenions beaucoup, nous aussi, au Sénat. C'est que cet état d'urgence serait mis en œuvre sous le contrôle très précis du Parlement. Voilà pour cet entretien réalisé un peu plus tôt cet après-midi. Et puis dans ce contexte, cette annonce qui a surpris les policiers pourraient porter leur arme en dehors de leur service, y compris lorsqu'ils ne portent pas de gilet pare-balles. Les explications de Jérôme Rabier. À situation exceptionnelle, mesures policières exceptionnelles. Depuis les attaques de vendredi dernier, les mesures en faveur du renforcement de l'équipement des policiers, nationaux ou municipaux, se succèdent. Et François Hollande s'y est lui-même converti devant les maires de France hier. Le gouvernement entend donc vous aider à mieux protéger nos compatriotes, mais également à mieux protéger nos policiers municipaux en finançant leur équipement et en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Si la mesure n'est pas nouvelle, car de nombreuses polices municipales sont déjà armées, le mouvement devrait sensiblement s'accélérer et être accompagné par l'État. Pour les policiers nationaux, une mesure réclamée de longue date par les syndicats va devenir autorisée, la possibilité de porter et, si besoin, d'utiliser son arme de service en dehors des heures de travail sera effective dès décembre, mais uniquement pendant la durée de l'état d'urgence. En revanche, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont refusé de donner un pouvoir supplémentaire aux policiers municipaux, celui de contrôler les identités. Leur autorité venant du maire et non du ministère de l'Intérieur, une majorité de députés n'ont pas souhaité aller jusque-là. Et on ouvre le second débat de ce Sénat 360 consacré ce soir aux crédits supplémentaires, 600 millions d'euros, on l'a entendu, qui vont être débloqués par le gouvernement pour financer ces nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Richard Yung, bonsoir. Sénateur socialiste représentant les Français hors de France, merci d'être avec nous. Philippe Dominati, bonsoir. Sénateur Les Républicains de Paris. J'accueille également Frédéric Lagache, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, merci d'être avec nous. Et Raphaël Legendre, bonsoir. Vous êtes journaliste économique, éditorialiste au quotidien L'Opinion. Merci d'être avec nous. Peut-être une première réaction, Frédéric Lagache, sur cette mesure qui a été annoncée sur le port d'armes pour les policiers. Ça va intervenir très rapidement ? Oui, normalement, nous étions chez le directeur général de la police nationale ce matin. Les notes sont en cours de rédaction et tout ça devra arriver ce soir ou dès demain dans l'ensemble des services. Et il est évident que ça va dans le bon sens parce que c'est une nécessité d'avoir des collègues hors service armés par rapport à la situation pour sécuriser bien sûr leurs personnes, mais aussi les citoyens. Philippe Dominati, pardon. Alors on a entendu Michel Sapin ce matin devant les sénateurs. Il estime à environ 600 millions d'euros le montant pour plus de sécurité. Est-ce que cette estimation est réaliste selon vous ? Oui, elle est réaliste, mais ce qui est important, c'est qu'au-delà des effectifs, il y ait des moyens. Jusqu'à présent, depuis le début de cette mandature, le gouvernement pratique une politique d'effectifs, mais au détriment des moyens. Je vous rappelle que vendredi, dans l'après-midi, à l'Assemblée nationale, il y a eu un amendement pour raboter le budget de la police et de la gendarmerie de 20 millions d'euros, et que le budget initial tel qu'il était présenté, il y a 48 heures, vendredi, c'était une augmentation de 0,9% globalement, alors que la mission culture, c'était plus 4%. C'était 1400 postes créés environ, alors que dans l'enseignement, c'est 11 800 postes créés. Voilà. Vous l'avez rappelé, c'était vendredi après-midi avant les événements. Alors, heureusement, il vaut mieux que ces mesures arrivent tard, mais elles auraient pu venir, compte tenu de l'année difficile que nous avons eue, et sur le plan migratoire et sur le plan du terrorisme, depuis le mois de janvier, elles auraient pu venir avant, ces mesures. Oui. Alors, on va peut-être faire agir Richard Yung, est-ce qu'on vient d'entendre ? On peut toujours regretter, mais la réalité, c'est 8500 créations, dont 5000 police, gendarmerie. 2000 ou 2005 pour la justice. 2500 pour la justice et 2300 pour la défense. Justice. Et ensuite, 1000 douaniers. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Et donc ça fait à peu près, en termes financiers, 350 millions en termes de crédit de personnel, et donc 250 millions
en crédit de fonctionnement. Donc pour répondre à l'observation et à la critique de mon ami Dominati, il y a 250 millions pour les frais de fonctionnement. Alors probablement c'est pas des sommes extraordinaires par rapport à la taille de la police, mais enfin voilà, ça permet déjà un certain effort. Ouais. Raphaël Legendre, on a beaucoup entendu aussi des interrogations autour du pacte de stabilité. François Hollande qui présente un pacte de sécurité qui doit être prioritaire sur ce pacte de stabilité. Est-ce qu'il sera remis en cause selon vous? Écoutez, on a beaucoup glosé effectivement en début de semaine après la phrase de François Hollande devant le Congrès qui indiquait que le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité. Je crois qu'il faut remettre un petit peu en perspective les montants qui vont être alloués effectivement l'année prochaine pour la sécurité nationale et pour la défense. 600 millions, c'est très peu. Je rappelle que le budget de l'État, c'est 375 milliards d'euros. 600 millions, c'est une augmentation des dépenses de 0,15%. C'est 0,03% d'augmentation du déficit. C'est peu. Je pense que c'est trop peu. D'ailleurs, je pense pas à la hauteur des enjeux, effectivement. On va créer 5000 postes dans la police et dans la gendarmerie. Ensemble, c'est 250 000 personnes qui travaillent déjà dans la police et la gendarmerie. Donc, c'est pas une augmentation très sensible. Après la petite phrase de François Hollande qui oppose la sécurité au rétablissement des finances publiques, c'est quelque chose qui fait interroger au vu justement de l'importance de ces dépenses. Je pense qu'il n'y a franchement pas de quoi remettre en cause la trajectoire des finances publiques et comme le rappelait Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains aujourd'hui dans une interview à l'Opinion, le rétablissement des déficits, le rétablissement des finances publiques, c'est aussi une question de souveraineté et c'est en se dégageant des marges de manœuvre budgétaires, financières, qu'on pourra se défendre plus efficacement face à la menace terroriste. Ouais. Frédéric Lagache, c'est 600 millions d'euros. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement pour lutter efficacement contre le terrorisme? Franchement, ça peut paraître des sommes pour nous policiers, pour tout citoyen, relativement importantes. Mais tellement en dessous de ce qui se passe, de la réalité qui se passe dans nos commissariats, dans la vie quotidienne de policiers pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Tellement en dessous. J'ai des milliers d'exemples. Alors allez-y justement. Pour en 2013, avant les exemples, en 2013, on a eu 5000 policiers qui se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale. C'était pas pour plaisanter. En 2014, en novembre 2014, 10 000 policiers, vous en avez parlé sur votre antenne, 10 000 policiers ont manifesté de nation à république. C'était pas pour s'amuser, c'est parce que nous avions des problèmes. Et dernièrement, place Vendôme, certes, des problèmes liés à la justice, mais aussi des problèmes liés à nos revendications, à la problématique de nos conditions de travail et de vie. Je prends un exemple. Nous sommes dans le débat de la sécurité et du budget. Chez le secrétaire d'État au budget, M. Ecker, dans l'Est, dans sa circonscription, 14 fonctionnaires, un véhicule, un malheureux véhicule 208. Je vais prendre un autre exemple, vous en voulez? Sur les renseignements territoriaux, détection des signes faibles du radicalisme. Sur une ville comme Lille, 6 fonctionnaires avec un seul véhicule pour s'occuper de l'ensemble, et je ne peux pas vous dire le nombre de cibles que nous avons. Les garçons n'ont même pas d'écoute discrète pour aller surveiller leurs gars. J'ai des gars aujourd'hui, on leur livre des piles, on leur livre des lampes, ils doivent s'acheter les piles des policiers. Mais voyez où on en est, ça c'est pas possible. Alors certes, ça peut paraître important, 600 millions, mais ça c'est pas ce qu'on souhaite. Et quand je vous parle, excusez-moi, oui. Si vous permettez, on a tellement de choses à dire. Mais quand on vous parle de moyens, mais les casques lourds, les gilets pare-balles pour la protection des policiers. J'ai là un exemple de demande et la vraie réalité. Mais on ne peut pas s'en sortir. Et du matériel lourd comme les armes, on ne peut pas s'en sortir avec ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, on a refusé à la préfecture de police, pour des moyens qui, somme toute, sont encore dérisoires pour nos collègues, 410 000 € pour obtenir des moyens. Frédéric Lagache, de protection. On a envie d'entendre la réponse peut-être de vous d'abord, Richard Yung. On est loin du compte quand on entend les revendications des policiers. On est toujours loin du compte. Déjà, il faut les recruter, les 5000. Et on sait que c'est toujours des processus longs. C'est très long, effectivement. C'est long.
Entre le recrutement, le concours, la formation, toutes ces personnes annoncées, quand est-ce qu'elles seront opérationnelles selon vous? Couches bureaucratiques qui font que pour recruter un policier, il faut probablement, je sais pas, 8 mois. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bon, alors vous voyez, donc on peut mettre 5 000, on peut mettre 50 000. Au fond, d'une certaine façon, c'est pas la réponse la plus adéquate. C'est pour ça qu'il y a d'autres solutions à rechercher. Mais je suis assez sensible au fait que probablement la partie équipement, ce que vous évoquiez, n'est pas la plus, enfin, devrait être plus élevée. Ça, c'est possible. Ceci dit, 600 millions, c'est quand même déjà quelque chose à mettre en œuvre. Et on voit que au niveau européen, ça a plutôt rencontré un écho favorable. Oui, absolument. Au niveau, Moscovici était alors présent justement, ce matin, comme vous l'avez dit, l'impact sur le déficit est minime. Et bon. Mais il est incompréhensible, justement, on oppose à la sécurité le pacte de stabilité. Quand on parle de 600 millions d'euros, on n'est plus dans une question de on va déclencher une dépense phénoménale et donc on va laisser courir les déficits. Je me permets d'ajouter, si, ce qui est important là-dessus, c'est que je crois que le président lui-même a dit que ces 600 millions ne se financeraient pas par un coup de rabot sur les autres par des suppressions de postes ailleurs. C'est tout à fait compréhensible. Ça veut dire que c'est soit des recettes supplémentaires, soit du déficit. Il l'a dit, ce sera du déficit. Philippe Dominati, je voudrais quand même qu'on revienne sur les revendications exprimées par Frédéric Lagache sur ce plateau. C'est vrai que c'est 5000 personnes supplémentaires. Quand on voit le délai entre le moment où on les recrute, où on les forme, 2 ans et demi, ça paraît assez inquiétant vu le contexte. C'est la différence qu'il y a entre une politique d'effectifs et d'une politique de moyens adaptée aux effectifs. C'est ce que je dénonçais, je dirais, dans un budget normal ou usuel. Pour vous donner un exemple, dans le prévisionnel, dans les effectifs de l'année 2016, tel qu'a été prévu le budget, avant l'augmentation prévue par le président de la République, nous retrouvions le niveau de 2009. La seule différence, c'est qu'il manquait 336 millions en équipement, parce que les effectifs avaient pris sur les équipements. Il y a un ratio. Avant, c'était 84% frais de personnel et les moyens en face 16%. Aujourd'hui, c'est 89 et 11. Donc, il y a la paupérisation, notamment du parc automobile. On l'a souligné l'an dernier, cette année. Il n'y a même pas le taux de renouvellement pour empêcher le vieillissement du parc. Par exemple, il n'y avait que 40 millions d'euros prévus pour le parc automobile. Il faut 60 millions d'euros pour maintenir le parc automobile tel qu'il est actuellement. Alors qu'est-ce que vous allez faire peut-être à l'occasion du projet de loi de finances? La tendance précédemment, vous avez des amendements particuliers pour remédier à cette c'est pour ça que j'attends, et je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de m'exprimer tout à l'heure devant le ministre des Finances et du Budget, en disant on vous attendra surtout sur les fonctionnements par rapport à ces créations. D'autant plus que le ministre de l'Intérieur, il y a peu de temps, lors des questions d'actualité il y a 4 semaines, lorsque nous lui demandions le temps de formation, il nous avait répondu qu'en tant que républicain, on ne pouvait pas avoir des postes immédiatement et qu'avant 12 mois, voire 15 mois pour les premiers postes, et que toutes les écoles de police étaient pleines et qu'il n'y a plus assez de formateurs. Donc il y a un certain nombre, un écart, je dirais, entre l'effet d'annonce et la réalisation sur le terrain. Ouais. Le coût de la formation est compris dans les 600 millions d'euros selon vous? Oui, j'imagine, oui. Ouais. Raphaël, le genre de... je pense que Bercy est assez dans le flou et que l'exécutif, de manière générale... On sait que Bernard Cazeneuve met la pression sur l'Europe. Il y aura une réunion demain des ministres de l'Intérieur à Bruxelles. Comment ça se passe au niveau des autres budgets des pays européens en matière justement de crédit alloué à la sécurité? On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'Angleterre, qui a un taux de dépenses publiques de 10 ou 15 points inférieur à celui de la France et qui a un budget de l'armée supérieur à celui de la France. Il y a un sujet auquel on n'a pas évoqué à l'instant, c'est l'armée quand même. Effectivement, sur la police et la gendarmerie, on voit qu'il y a un grave manque de moyens. L'armée est en train quand même de ressortir cette affaire comme la grande bénéficiaire. La précédente loi de programmation militaire prévoyait 25 ou 30 000 suppressions de postes dans l'armée. C'était colossal. Avec les annonces de lundi dernier de François Hollande, ces suppressions de postes vont être totalement supprimées. C'est-à-dire que d'ici 2019, on va quand même gagner 25 ou 30 000 postes. Là encore, le chiffrage n'est pas très clair au sommet de l'État.
Au printemps, François Hollande avait annoncé que 18 500 de ces postes seraient sauvegardés. Là, on parle de 10 000, on a d'autres sources qui nous parlent de 9 000, peut-être de 7 000, mais quoi qu'il en soit, l'armée va sortir renforcée. La police va pouvoir donc compter sur un redéploiement militaire, peut-être, alors. Oui, mais moi, je veux profiter qu'on a des élus sur le plateau pour... je suppose qu'ils connaissent cette réalité, mais regardez ce qui s'est passé sur l'affaire dramatique de Charlie Hebdo. Je reviens à ça. Parce que c'est important, moi. Quand j'ai mes collègues, mes primo-intervenants, qui arrivent, mes collègues de sécurité publique, de BAC, qui n'ont pas de casque balistique, parce que c'est la réalité, qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'équipement lourd, le gilet pare-balles lourd. Vous savez pourquoi ? Parce que les véhicules ne permettent pas, certains véhicules ne permettent pas de mettre les gilets pare-balles dans les coffres. Bon, quand mes collègues de la police secours, elle arrive, elle n'a aucun moyen de protection. Ni de gilet pare-balles lourd, ni d'armes longues pour riposter vis-à-vis de ces individus armés. Qu'est-ce qu'on fait? On est démunis, nous. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et on imagine quand même que vous avez fait part de ces revendications, que c'est remonté place Beauvau quand même, Frédéric Lacaj. Vous comprenez bien que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on avertit les pouvoirs publics pour obtenir des choses. Oui. Et quelle a été la réponse, justement ? La réponse, ce qu'on nous dit, je suis désolé, mais ce qu'on nous dit, c'est toujours pareil. Les déficits publics, on ne peut pas faire plus, mais on fait. Mais le coût de la sécurité dans le pays, c'est 120 milliards d'euros. 120 milliards que ça coûte. C'est énorme. Donc, on peut quand même, à un moment donné, investir pour récupérer sur l'investissement. Enfin, je sais pas, je suis pas économiste. Mais à un moment donné, bon, nous, on a besoin de choses. Parce que nous, on ne demande pas grand-chose. Hein. Nous, on demande des moyens pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Et c'est pas le cas aujourd'hui, selon vous. Et ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Il y a eu un effort de fait, mais il est largement insuffisant. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres très rapidement, pour épargner aux téléspectateurs, mais sur les réponses qui ont été apportées après les attentats de Charlie Hebdo en janvier. Le plan antiterroriste, c'était 210 emplois supplémentaires dans la gendarmerie. On a 100 000 gendarmes, on a créé 200 postes supplémentaires. Pour l'investissement, c'était 35 millions en 2015. 35 millions en 2015, c'est rien du tout. Pour la police, c'était 400 emplois en 2015 et 60 millions d'euros pour l'investissement. On est très en deçà de ce qu'il faut et voilà, on va le résultat. Richard Yung, est-ce que la gauche n'a pas pris finalement la mesure après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère finalement des besoins de renforcement des moyens de la police, de la justice? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de cela. Je ne peux pas vous dire si ces chiffres-là sont suffisants. Alors, c'est sûr, si on dit 400 par rapport à 100 000, ça fait ridicule. Mais en même temps, c'est pas toujours que des problèmes de quantité. C'est aussi des problèmes de formation. On dépense 18 milliards chaque année d'aide au logement. C'est important le logement, je veux bien, mais on sait que ce sont des aides qui sont perdues en hausse de loyer. 18 milliards d'euros. L'autre aspect qui a été souligné, c'est que la réduction des déficits, ça fait aussi partie de la sécurité, je crois que c'est un de vos orateurs qui l'a dit, parce que c'est l'indépendance du pays. Alors voilà, on doit arbitrer. Hein. Voilà. Donc je ne pouvais pas faire une meilleure citation. C'est toi qui l'as dit. Donc on a ce problème-là d'arbitrage, de choisir. Ce qui est important pour moi, l'arbitrage est peut-être fini. Et ce que je partage, c'est qu'il faut vraiment des moyens face aux agents à qui on donne une mission. Et c'est ça qui m'importe beaucoup plus que le dimensionnement. Le dimensionnement, en France, la gendarmerie plus la police nationale, c'est le taux le plus important, à l'exception de l'Italie, le plus important de fonctionnaires par habitant, par million d'habitants, devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, devant tous les autres pays européens. C'est la même chose pour nos services de renseignement intérieur. Vous qui avez travaillé sur cette 6200 agents dans le renseignement intérieur, il y a la paupérisation de la sécurité territoriale, effectivement, mais ce qui nous distingue de nos voisins, les Anglais en ont 4000, les Allemands en ont 3200, c'est que nous avons 4 services. C'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des agents de liaison entre les services, il y a des déperditions qui se créent. J'ai visité effectivement une antenne départementale de sécurité territoriale, 13 agents, un poste internet. Ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ça,
c'est pour cela que le ratio dont je parlais tout à l'heure, des moyens en fonction des agents, c'est important. Et c'est pour ça que la politique d'effectifs n'est pas suffisante. C'est simplement, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Ce qui compte beaucoup plus, c'est des agents équipés avec un armement lourd, avec une protection, avec des véhicules qui fonctionnent. J'ai eu l'occasion de visiter effectivement des véhicules qui étaient en bout de course. Il y a 1300 de mémoire véhicules qui ont plus de 16 ans d'âge dans la police actuellement. 16 ans d'âge, je ne sais pas s'il y a beaucoup de particuliers qui ont des véhicules de 16 ans d'âge. Rapidement, surtout pour conclure, peut-être Frédéric Lagache. Oui. Non mais bon, moi j'entends, et fort heureusement, sur le plateau, c'est vrai, bon, tout le monde a conscience d'eux. Mais qui est-ce qui fait? Parce qu'à un moment donné, les derniers, ce sont les policiers, ce sont les forces de sécurité qui agissent. Mais nous, pour pouvoir agir, pour justement faire baisser cette délinquance et être en phase de cette délinquance qui est, on va dire, relativement dure, ben, il nous faut des moyens et des moyens adaptés. Le message est passé. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités de Sénat 360. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, on va plus loin avec Paul Bouffard et Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain, horaire exceptionnel, 14h25. À demain.